Et donc, je fais CTO temporairement dans des contextes variés. Donc, par exemple, en ce moment, j'ignore Kubernetes. C'est explosif. Si vous avez de la compétence et que en plus vous faites un peu de social, alors là, fou. Bonjour, je suis Myriam Berkane, CTO d'Octo Technologies et présidente du comité de contenu TechRox. Et ce matin, je suis ravie d'avoir avec moi Cyril Martraire, qui est CTO d'Arola. Cyril, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, bonjour Myriam, je suis ravi d'être avec toi aussi. Je me donc Cyril Martraire, sur Twitter je suis Cyriux, c'était mon nom de DJ il y a longtemps. Et donc je suis CTO cofondateur d'Arola. Arola, on est 75 consultants aujourd'hui avec plus un staff d'une quinzaine de personnes et on est fan de toutes les pratiques de développement modernes. Sinon, j'ai 20 ans d'expérience et je me définis encore comme dev, je fais surtout du conseil aujourd'hui. Et on va parler de tout ça pendant tout ce podcast. Et oui, complètement. Merci beaucoup, Cyril. C'est intéressant, tu as déjà commencé à parler un petit peu de ton parcours. Donc, on sait que tu es CTO d'Arola aujourd'hui. Tu as dit que tu étais développeur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, comment tu en es arrivé là ? Bien sûr. En fait, je ne suis pas développeur nativement. D'origine, je suis ingénieur et je m'identifie toujours véritablement comme ingénieur généraliste. Donc, j'ai fait prépa, grande école, tout ça. Et à l'époque, la prépa, par exemple, ça m'a vraiment pas plu. Mais je mesure aujourd'hui l'intérêt d'avoir une culture générale mathématiques, scientifiques, académiques, parce que j'ai retrouvé ensuite des choses, par exemple les monoïdes, etc., dont je parle assez régulièrement, la théorie abstraite est revenue après. Donc voilà, je suis fondamentalement ingénieur, donc avec de l'électronique, la mécanique et du logiciel seulement à côté en fait. Et j'aimais pas trop ça à l'origine, faire du logiciel. Ah. Et donc c'est dans ma première expérience après le service militaire scientifique que j'ai pu faire du logiciel. Et j'en faisais en tant qu'ingénieur de recherche R&D, avec une voiture, un GPS sur le toit, et on tournait en rond dans les quartiers de Maison Lafitte pour vérifier que le logiciel arrivait. C'est un système de guidage GPS pour arriver à vérifier que le logiciel trouvait où on était bien sur les routes, avec un GPS qui avait 100 mètres d'erreur. Donc c'était un défi à l'époque. Et en sortant de cette startup, je m'identifiais comme développeur. Donc je suis rentré comme ingénieur R&D, je suis sorti m'identifiant comme développeur. Et donc j'ai appris de ça d'ailleurs que l'environnement nous change, on est ultra influençable, même à notre insu, et donc c'est une leçon que j'ai gardée pour tout le reste de ma carrière. Très intéressant. Et d'ailleurs, on va y revenir un petit peu sur ces questions d'environnement parce que je trouve ça passionnant. Et donc aujourd'hui, moi je suis ravie de t'avoir parce qu'on est ce qu'on appelle un petit peu des CTO peut-être un peu moins ordinaires parce qu'on n'est pas dans des boîtes fondamentalement de produits. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton activité ou ta spécificité en tant que CTO aujourd'hui ? Alors je suis CTO, déjà je suis CTO pas opérationnel chez Arola. Aujourd'hui j'ai un co-CTO qui s'appelle Salah Amer et qui est super parce qu'il gère vraiment l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il s'occupe vraiment de nos consultantes au jour le jour. Il les appelle au téléphone, il gère leur croissance, leur développement personnel, leurs opportunités. Chose que historiquement chez Arola, j'ai vraiment pas fait le mieux, pour pas dire que j'étais vraiment pas terrible à ça. Et donc parce qu'en fait je suis donc le CTO en plus qui fait du conseil encore, donc j'interviens chez des clients régulièrement et j'aime ça. Et donc c'est plutôt un rôle de CTO. Ça ressemble à vos rôles de CTO dans l'audience, là, vous auditeurs, auditrices, au sens mais je suis plutôt pas CTO par intérim quand j'interviens chez un client. C'est souvent à la demande des CTO de ce client. Et c'est pour amener une technicité, une légitimité externe, un regard extérieur pour mener une initiative. Et donc, je fais CTO temporairement dans des contextes variés. Et j'aime bien ça parce que ça permet de goûter aussi, d'expérimenter et de confronter les défis de chaque entreprise dans ce qu'elle a de propre. Aussi dans ce qu'elle a de commun, dans ce qu'elles ont de commun. Et c'est ça aussi que j'adore, c'est parce que j'ai envie d'apprendre tout le temps. Et d'entreprise en entreprise, à force de voir des similitudes, ça permet d'apprendre. Quand je vois des patterns qui se répètent d'un client à l'autre, ça rentre dans la boîte à outils et les prochaines missions vont encore mieux. Je trouve ça hyper intéressant ce rôle ce concept en tout cas de CTO par intérim. CTO as a service, en fait, je pourrais dire.
Tout à fait. Et moi, ce que je trouve ce que j'ai envie de en tout cas, si je me mets à la place des personnes qui nous écoutent, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans ce concept-là et dans cette notion d'environnement que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque part une façon aussi d'apporter quelque chose, puisque tu n'es pas dans l'environnement dans lequel, tes Absolument. clients évoluent? Absolument, je vois que tu as toi-même ta propre réflexion sur tout ça. Je le sens à la question. L'environnement, oui, bien sûr, l'environnement, ne pas faire partie de la hiérarchie, par exemple, c'est un véritable plus pour certaines choses. Ça permet de on n'est pas dans l'agenda, on est moins suspecté d'avoir un agenda caché, par exemple, quand on parle de quelque chose, quand on parle d'un mot, microservice, serverless. On sent tout de suite, dans toutes les entreprises, on sent qu'on marche sur des œufs parce que ça réveille des douleurs, des conflits, des choses un peu tabous, un peu implicites, parce que quelqu'un a eu présenté, on a eu essayé dans le passé, puis ça a été un échec vraiment phénoménal. Tout le monde est vacciné. Les éléments de langage sont très importants. Donc oui, d'être en dehors de la hiérarchie, même si bien sûr on est amené par quelqu'un et donc on n'est pas complètement objectif, mais d'être en dehors de la hiérarchie, c'est un véritable luxe pour se concentrer sur les mérites par exemple de l'architecture, sur les questions de comment découper les équipes, juste pour que le travail soit bien fait, indépendamment de toute relation de pouvoir et de conflit de personnes et de politique interne. Donc oui, bien sûr, c'est un excellent. C'est ce qui fait que j'aime finalement le conseil plus que d'être opérationnel. C'est aussi parce que j'aime pas trop être dans ces jeux de féodalité, etc. C'est un jeu qui est très important. Hein. Je dis pas que c'est quelque chose de mal ou en soi, mais c'est pas ce qui me plaît. Donc je serai jamais manager, je pense, nulle part. Ça c'est intéressant, encore une fois, la notion de CTO qui n'est pas manager, je trouve que c'est quelque chose d'assez inédit finalement dans notre milieu un peu de CTO et hyper intéressant, je pense, pour distinguer justement les différentes casquettes, que peut avoir une personne. Parce que le rôle de manager n'est pas le même que le rôle, effectivement de CTO, d'influence quelque part que tu peux avoir avec tes clients. Exactement, c'est en fait la technicité. Quand on est dans une entreprise, plus l'entreprise réussit, plus il y a des moyens, plus forcément la politique arrive, parce qu'on devient de plus en plus riche et ça amène en général des jeux de plus en plus politiques. Alors certains y résistent, hein, mais il faut beaucoup d'énergie pour y résister. Et donc en général, cette politique fait que ça devient une compétence à part entière. Et devenir manager dans un jeu politique avec des rivaux, des alliances, tout genre de questions devient un état de l'art à part entière qu'il faut maîtriser. Et ça se fait forcément au détriment des technicités propres à la vision de leadership technique, à comment organiser la croissance du système, comment organiser les équipes. Et, et, et puis les enjeux aussi pour des startups, par exemple, il y a aussi toutes les questions de qu'est-ce qui pourrait être une spin-off, comment on pourrait vendre les investisseurs qui sont intéressés par plusieurs choses, est-ce qu'on pourrait pas un jour vendre la moitié à un, l'autre moitié à l'autre, comment préparer le système pour que ça s'y prête, tout ça c'est des questions aussi il y a une technicité dans tout ça, c'est une technicité qui est beaucoup plus confortable de développer quand on n'est pas dans les questions de pouvoir. Donc c'est ce que j'amène en général. C'est pour ça finalement qu'il y a des consultants quand même encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des gens dont le métier est d'être manager et qui ont besoin d'amener les expertises à ce service à côté. Mais quand j'entends ça, j'ai l'impression que je fais de la retape pour le conseil. T'inquiète pas, on va revenir très vite, à notre trame et à ce qui intéresse, nos auditrices et nos auditeurs. Tu as dit quelque chose tout à l'heure que je ne peux pas laisser passer et en tout cas qui m'intéresse beaucoup, c'était ta palette ou ta palette d'outils, en tant que CTO, d'intérim comme ça. C'est quoi tes outils aujourd'hui, Cyril? C'est quoi un peu les 2-3 choses que tu as apprises avec ton expérience et qui t'amènent à chaque fois dans les contextes où tu interviens? Alors les outils fondamentalement, c'est toute la panoplie Craft. C'est c'est facile de résumer aujourd'hui, mais au sens large. Mais ce serait ignorer que j'ai quand même grandi par la discipline de l'ingénieur, donc justifier, faire des choix raisonnables, étayés, proposer des alternatives. J'amène aussi finalement, à un moment donné, j'amène aussi des aspects cross-disciplinaires. Il y a 10 ans, j'ai énormément lu dans tous les domaines de théorie de la complexité, émergence, biologie, démarche scientifique, les fractales, plein de choses. Et ça, c'est une culture générale quand même qui est extrêmement importante. C'est banal de dire ça, beaucoup de CTO l'ont fait aussi, et ils voient bien à quel point, ils ou elles voient bien à quel point ça enrichit leur pratique.
On peut surtout pas rester, il faut surtout pas se nourrir que d'influences du monde du développement logiciel. Alors cela dit, dans le monde du développement logiciel, il y a plusieurs écoles et je connais les deux. L'école d'ingénierie, software engineering classique, que je connais plutôt pour la critiquer aujourd'hui, et l'école issue de tout l'univers Smalltalk des années 90 qui nous a donné tout ce qui est TDD, les patterns, l'objet, et puis bien sûr tout ce qui est développement agile, qui s'est imposé aujourd'hui dans les entreprises, dans toutes les entreprises de toute taille, et qui continue de s'imposer. Donc c'est l'état de l'art logiciel, c'est l'état de l'art qui vient de cette deuxième branche, pas le software engineering, la deuxième. Le software engineering, c'est resté académique, ou ça reste limité au monde de la défense et des logiciels critiques. Donc ce que j'amène, c'est tout ça. Et donc c'est une expérience qui est un mélange d'avoir lu beaucoup et d'avoir pratiqué, et de continuer à lire beaucoup et à pratiquer à chaque opportunité. Le tout, bien sûr, avec une déontologie de ne pas mettre en danger le client quand on essaye quelque chose. Donc, en toute transparence et en gérant bien les contextes. Et par exemple, chez Arola, on a une spécificité, c'est qu'on saute jamais sur les dernières nouveautés. On laisse un peu passer l'effet de mode et on ne présente que des choses sur lesquelles on a commencé à voir les défauts, les problèmes. Donc, c'est une spécificité assez originale qui mérite d'être expliquée. Et je la mets en avant, celle-là, j'y tiens extrêmement fort. On ne va pas se jeter sur des microservices sans avoir des critères de comment les découper, sans avoir compris le coût, les complexités opérationnelles que ça amène. On ne va pas se jeter sur le serverless sans avoir une idée de ce que ça donne quand on passe à l'échelle et qu'on se retrouve avec des centaines de lambda et qu'on est perdu. On ne va pas mettre en avant le cloud. Vous voyez un peu l'idée, si on regarde la ligne éditoriale que j'ai portée depuis une décennie, on est plutôt un petit peu derrière. Mais par contre, on sera devant en termes d'amener la bonne maturité pour vraiment se servir de quelque chose et jouer sa chemise sur des choses techniques. C'est un regard un peu original. Mais j'imagine du coup que là, on change un petit peu de terrain. C'est aussi la boîte à outils. Ça, c'est justement là, je parlais des influences passées, mais la boîte à outils, c'est aussi comment on raisonne. Qu'est-ce que j'ai comme heuristique dans ma tête? Et j'ai une heuristique qui me guide toujours, c'est je ne passe du temps à apprendre que des savoir-faire dont je suis convaincu qu'ils vont rester valides pendant au moins 15-20 ans, voire éternellement. En anglais, on pourrait parler de savoir evergreen, des choses qui périment pas. Donc, par exemple, en ce moment, j'ignore Kubernetes. Ah, c'est intéressant. Et par contre, je regarde serverless. Intéressant. Et du coup, il y a quelque chose peut-être à tirer là-dedans pour les CTO qu'on a, voilà, qui sont là probablement, qui ont peut-être un peu moins d'expérience, et peut-être quelque chose là sur comment effectivement apprendre, comment choisir les choses qu'on apprend, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme tu l'as très bien dit. Le monde de l'informatique et même le monde du logiciel globalement évolue très vite. Et voilà, c'est quoi ton conseil aujourd'hui pour durer? Et c'est quoi ton conseil aussi pour les gens qui sont là dans le métier depuis 30 ans, 40 ans, pour valoriser les choses qu'elles ont apprises? Alors, pour le premier, quand on ne sait pas, la deuxième heuristique, c'est de faire confiance à d'autres personnes. Donc, c'est de savoir s'entourer. Et savoir s'entourer, donc bien sûr, à tout ce qui est mentor réel, c'est bien d'avoir des mentors. Mais les mentors, régulièrement, les mentors sont cachés, et ils peuvent être des mentors qu'on n'a jamais croisés. Ça peut être des mentors parce qu'on décide de suivre quelqu'un sur Twitter. Donc la façon dont on s'entoure va nous changer, bien sûr, et si on choisit bien son entourage, on va bien vieillir aussi, j'en suis convaincu. Alors il faut renouveler un peu des fois quand même, hein. Et donc le filtrage social reste la clé. Donc par exemple les papiers, la curation d'articles sur Techrocks, c'est un exemple de je le dis parce que justement moi j'y fais confiance, et donc si ceux qui me font confiance vont à leur tour faire confiance à cette sélection. Et si un jour elle devient moins qualitative, on le dira aussi, et tout le monde sera prévenu. C'est comme ça que ça marche, la confiance. La confiance est transitive. Et donc, moi, j'utilise aussi ça. Je fais confiance à d'autres. Simon Wardley, par exemple, Eric Evans, Mathias Verhaes. Je fais confiance à leur goût, à leur instinct. C'est vraiment une histoire de goût, en fait. Je fais confiance. Et je fais confiance pourquoi? Parce que j'ai vu dans la durée passée que je pouvais leur faire confiance.
Et au tout début, quand je savais pas, j'ai démarré par Martin Fowler, par exemple. Martin Fowler, j'ai assez vite vu que je pouvais m'y fier. Et puis sa société autour, Thoughtworks, j'ai assez vite vu que c'était bien fréquenté aussi sur le blog. Et en tissant comme ça, en tirant les fils, de confiance en confiance, on reste dans une zone de bon goût. Alors le danger, bien sûr, c'est la bulle. Et donc il faut toujours veiller aussi à suivre des gens qu'on n'aime pas ou qui sont complètement autrement différents, et notamment des gens plus jeunes. Et donc ça nous amène à l'autre aspect de ta question, c'est que 20 ans après, évidemment, beaucoup de choses ressemblent à des choses qu'on a déjà vues. Beaucoup de nouveautés ne ressemblent pas à des nouveautés. Et donc bien sûr, on voit les 80% qui sont pareils qu'avant, et on se dit ok, j'ai déjà vu, c'est pas la peine, je laisse passer. Mais il y a un danger quand même dans ça, c'est de rater les 20% qui seraient réellement radicalement nouveaux. Et toutes les nouvelles pratiques amènent quand même des vraies nouveautés. C'est Par exemple, là, je pense que vous avez besoin d'exemples. Quand les microservices sont arrivés, à l'origine, l'idée on se disait, mais peut-être qu'on n'a même plus besoin de design, parce qu'on les jette, ça devient jetable, on en construit un, dès qu'il est pas beau, on le met à la poubelle, on le recommence. Et c'est une idée c'était pas juste une application réduite, c'était l'idée de faire du développement jetable délibérément. C'est-à-dire qu'en limitant la taille, on se prépare à pouvoir le jeter pour pas cher, on se prépare l'option de le jeter. Et que c'est raisonnable de le faire et de le reconstruire coûte pas trop cher, donc c'est raisonnable de faire comme ça. Donc c'est une nouvelle façon de faire du design. C'est ça que je regarde dans la nouveauté de l'approche microservice. Le reste, je connaissais, ça venait des bandits de contexte, des domain driven design, comment le faire, comment découper, etc. Une autre idée, c'est qu'il y a 20 ans, c'était complètement hérétique de mettre du réseau partout. Et Martin Fowler l'écrivait, c'est la première règle d'un système distribué, c'est don't, ne distribuez pas. Parce que latence, défaillance, énormément de soucis qui vont arriver. Et il n'empêche que 15 ans plus tard, des hérétiques ont dit on va mettre du réseau partout entre tous les services. Moi, ça m'a choqué au départ. C'était comme une mort intérieure, un deuil. Et il s'avère que la technologie a bien évolué, des choses qui n'étaient pas possibles deviennent possibles. Donc je suis quand même obligé de reprogrammer des réflexes pour dire ok, maintenant c'est possible. Il y a plein de réserves quand même. C'est toujours vrai que c'est dangereux, mais ça se déplace. Et si on y regarde bien, d'ailleurs, l'agile, c'était impossible au moins à l'époque de l'assembleur. Mais les langages de programmation devenant de plus en plus productifs, l'agile devient possible. Maintenant, on peut penser au métier en même temps qu'on code. Et c'est quoi la suite ? Je sais pas, mais par exemple, il y a 3 jours, on a eu la press release de Microsoft qui annonce que Excel devient un véritable langage de programmation avec des lambdas et des records. Moi, ça m'excite parce que ça veut dire que peut-être qu'à partir dans quelques mois, quand tout le monde aura cette version, peut-être que je pourrais faire du TDD avec des décideurs dans une salle de réunion ou en télétravail, en partageant des cellules Excel dans l'écran, et on pourra peut-être mettre au point un algorithme directement en séance avec des non-développeurs. Ça, je trouve ça assez excitant quand même. Alors qu'aujourd'hui, on doit se mettre d'accord sur des idées abstraites, aller ensuite dans son coin coder avec une équipe de dev, et puis revenir présenter. Peut-être qu'on peut aller au-delà de l'agile avec ce genre d'innovation. Faire coder les C-level, effectivement, une idée géniale. Ah, ça, c'est un des rêves qu'on a chez Arola depuis toujours, c'est de diffuser en gommant les rôles, etc. Et là, le souvenir de beaucoup de réunions où on discute d'un algorithme clé pour l'entreprise, mais on peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a des problèmes de compétences et des problèmes c'est trop long à mettre en œuvre. Ça colle pas avec la durée d'une réunion. Ça, c'est une frustration qu'on a depuis des années, que j'ai depuis des années en conseil avec des décideurs plutôt assez haut. Ça peut être avec les CTO, voire même avec les CEO. Je viens du monde de la finance en grande partie, et dans le monde de la finance, j'ai déjà croisé des PDG de start-up, des traders, des responsables de trading qui, bien sûr, savent coder. Ils codaient en C++. On arrivait à avoir cette conversation, mais on pouvait quand même pas le faire en séance parce que C++ est trop long pour le faire en même temps qu'on réfléchit. Et trop lent. Dis-moi, j'ai envie, voilà, on a beaucoup voyagé dans ton parcours et dans tes inspirations. Je trouve ça vraiment passionnant. Est-ce que tu peux me raconter une histoire de fail que tu as eue dans ta vie professionnelle ? Oui. Alors, c'est marrant parce que j'ai tendance à les gommer et à les voir plus comme des leçons apprises a posteriori. Donc, je les vois plus trop comme des fails. Mais en creusant bien, je pourrais citer dans la première startup, par exemple, j'ai passé 6 mois avec 2 collègues à faire le design parfait en C++ d'un modèle au cœur du système de guidage par GPS pour voiture qu'on développait. Et 6 mois à se poser la question de comment mieux organiser une poignée de classe C++, même pas très grosse. C'est-à-dire un bon vieux phénomène qui aujourd'hui, je connais son nom maintenant, ça s'appelle l'analysie-paralysie.
et c'est un anti-pattern classique. Quand vous détectez que vous tournez en rond, que vous êtes en train d'essayer de faire le mieux possible, il faut arrêter vite, il faut livrer un truc, il faut sortir de cette boucle fragile. Mais ça, on l'a fait pendant plus de 6 mois. Imaginez dans une start-up, quand on était 50, on grossissait. Pendant les 6 mois, on est passé de 50 à 150, mais pendant 6 mois, quand même, on a gaspillé, on a gaspillé presque un temps plein de 2-3 personnes juste pour optimiser un modèle C++ qui finalement n'avait même pas tant d'importance que ça. Donc c'est un énorme fail. Un d'autres fails, j'en ai d'autres. En école d'ingé, j'ai fait un stage d'entreprise dans l'industrie et j'ai pas du tout compris les codes. Il fallait être soumis, il fallait être un peu dévoué, montrer qu'on était à fond toute sa vie, qu'on allait la consacrer à l'entreprise, etc. J'ai pas du tout joué ce jeu et je l'ai payé par une humiliation ensuite, par un email qui a été en plus envoyé en copie à toute l'école. Des choses comme ça. Un autre, mais il y a je sais pas si c'est vraiment un fail, mais c'est pour le coup vraiment une leçon apprise. C'est aussi que pendant les 10 premières années, en gros de 2000 à 2010, j'ai travaillé mes compétences à fond pour être l'excellence absolue, le meilleur possible techniquement. J'espérais une reconnaissance, parce que quand même, c'est vrai que je cherche un peu la reconnaissance. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien les confs. Et j'en ai pas eu. J'en avais pas. La reconnaissance, on peut avoir toutes les compétences qu'on veut, la reconnaissance, elle vient pas toute seule. Et au même moment, j'ai un peu par hasard, en croisant Sandro Mancuso, qui avait créé la communauté Softwarecraft à Londres, je suis allé assister à la non-conférence Socrates et j'ai décidé de créer la communauté parisienne pour retrouver des gens qui partageaient les mêmes intérêts que moi. Et j'ai découvert à ma surprise à quel point ça m'a propulsé en termes de reconnaissance et ce qui m'a fait comprendre à quel point, quelque chose que je suspectais un peu, mais quand on est dans le monde technique, des fois on le voit pas, c'est que le social, n'importe quoi de social, les interactions avec des gens, ça explose en puissance, ça explose tout ce qui est mérite technique. C'est-à-dire que limite, on pourrait ne pas être très bon. Si on est très bon socialement, on aura beaucoup plus de reconnaissance que quelqu'un qui est infiniment meilleur, mais qui reste dans son coin. Donc aujourd'hui, tout le monde commence à le sentir avec les meet-ups qui explosent de partout, etc. Mais ça a été vraiment une révélation pour moi. Et même au niveau business, ça a beaucoup, beaucoup changé les choses. C'est clair. Je partage complètement ce point, parce qu'il y a des études qui sont faites qui mesurent la différence entre chaleur et expertise. Effectivement, la chaleur a beaucoup plus d'influence sur le réseau, sur les gens autour de nous, que l'expertise, bizarrement. Exactement. Et quand on mélange les deux, par contre, oui, c'est encore mieux. C'est explosif. Si vous avez de la compétence et que en plus vous faites un peu de social, alors là, pfou. Mais donc oui, il faut penser à se vendre. Et donc le branding des développeurs, ça c'est chez nous, on a beaucoup de développeurs et développeuses super compétents et compétentes, mais qui sont très humbles, avec des syndromes de l'imposteur très forts. Et c'est toujours un axe de progression. Souvent, le plus gros axe de progression, il est pas technique. Il est d'oser mettre en avant ce qu'on sait faire, le valoriser, le dire, et comme ça, dépasser les plafonds artificiels qui nous bloquent. Cyril, tu m'amènes directement, c'est une super transition, tu m'amènes à l'une des dernières questions que j'ai envie de te poser. Alors, tu nous as beaucoup parlé effectivement du réseau, l'importance aussi des mentorings, hein, c'est voilà, très important aussi. Donc, c'est quoi les conseils que tu as envie de donner aux tech leaders? Donc, j'ai retenu ça, effectivement, c'est un message très très fort. Est-ce que tu as un autre mot fort que tu as envie de donner aux tech leaders qui nous écoutent aujourd'hui? Conseil fort, non, j'ai pas de morale à fond, mais juste faire confiance à qui on s'entoure, ça c'est les personnes en premier, ça c'est super important. Penser en options, penser en termes d'options. Par exemple, rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est toujours un cadeau, c'est toujours une option, c'est toujours des potentiels. Et donc les options, c'est travailler ses potentiels. Jamais chercher à tout doit pas être utile. Mais il y a beaucoup de choses augmentent les potentiels et plus on augmente les potentiels, plus il se passe des bonnes choses dans notre vie, dans notre carrière. Donc rencontrer des gens, par exemple, c'est un excellent exemple. Bien s'entourer, c'en est un autre. Est-ce que je suis OK de vieillir comme les gens et de devenir comme les gens qui m'entourent? Si oui, très bien. Sinon, je dois changer d'endroit pour trouver un endroit qui correspond plus à mes aspirations. Et puis, savoir toujours qu'est-ce qui nous excite. Moi, c'est un truc que j'ai toujours en tête. Régulièrement, je fais le point sur, je prends énormément de notes. Un outil clé pour moi, c'est l'outil Notes de iOS, le plus simple, celui qui est embarqué dedans, qui a zéro friction. Je suis ultra rapide à taper sur mon téléphone. Donc, mon téléphone, c'est mon deuxième cerveau. L'outil de prise de notes sur mon iPhone, c'est mon deuxième cerveau. Je peux pas vivre sans. Sans arrêt, je dump des trucs dedans et c'est comme ça que je réfléchis avec moi-même en une sorte en binomage. Le moi-même de tout de suite et le moi-même d'avant.
qui est dans mes notes. Donc comme ça, on forme un combo. Mais régulièrement, je me pose la question, qu'est-ce qui m'excite encore tout de suite? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a avant? Je commence à être lassé de quelque chose, je passe à autre chose. Donc, je gère ma motivation de façon express. Et aussi, je sais je fais attention à quelle heure je fais certaines choses. Par exemple, réfléchir fort, c'est le matin. Le soir, c'est plus des choses laborieuses. Donc, les conseils, c'est un peu ça. Connaissez-vous bien, en fait. Connaissez-vous bien comment vous bossez, comment vous êtes. Mais ça, je pense que tout CTO a déjà un peu une réflexion d'introspection quand même. Enfin, beaucoup de ceux que je croise l'ont. Donc là, je vous apprends rien. Mais ça confirme que ça vaut la peine. Et puis, bien sûr, les basiques, hein, il faut mettre de la crème hydratante sur la peau. Et puis, il faut bien se brosser avec les brossettes entre les dents. Mais ça, je pense La que... bonne routine du quotidien, toujours important. Un grand merci Cyril, c'était vraiment, en tout cas moi j'ai passé un super moment, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont passé un bon moment aussi avec nous. On touche à la fin de ce podcast, même si voilà, j'aurais bien passé encore 2 heures avec toi. J'oubliais qu'il faut boire du bon café aussi, la qualité du café, ouais, ça compte. Je suis entièrement d'accord avec toi et je retiens aussi, moi j'ai adoré cette notion de trouver un endroit où on a envie de vieillir, ou en tout cas les gens qui sont un peu qui nous inspirent dans cette organisation, on a envie de leur ressembler plus tard si on reste et si on vieillit. Je trouve l'idée vraiment intéressante. Cyril, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses sur ton parcours et sur ce que tu fais au quotidien. Et puis, je suis ravie que tu sois avec nous aussi chez TechRox pour partager ton expérience. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Et puis toujours, vive TechRox. Exactement, vive TechRox, vive la communauté, vive le mentoring et tout ce que l'on apprend avec nos pairs. Merci beaucoup. Et à bientôt à tous pour vous croiser dans des occasions de vraie vie dès qu'on pourra ou en virtuel entre-temps. Tout à fait. Merci.